Parce que vivre sans lire, c'est être devant un banquet tout en étant condamné à le regarder. C'est une véritable torture pour l'esprit. Hotep, shalom salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un ballon d'or entre les mains d'Ousmane Dembélé. Ou que l'autorité de l'ONU sous la semelle de Donald Trump. Bienvenue à la Librairie africaine, votre émission qui, j'espère que vous le savez, s'est donnée pour mission impérieuse de réveiller en vous la flamme de la construction, la flamme de l'élévation, partant du principe ancestral qu'on ne naît pas homme ni femme, on le devient. On le devient par la force de la connaissance, on le devient par la force de la prise en charge de soi-même. Sinon, on est condamné à être un éternel enfant. Quel que soit notre âge, de 7 ans à 77 ans, si on ne lit pas, on est un éternel enfant. Et c'est dans cette perspective que notre mot d'ordre reste le même. Lisons ou mourons. Lisons ensemble pour construire un avenir meilleur à l'échelle individuelle, psychologique, émotionnelle, économique et à l'échelle collective. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est bel et bien l'union des forts qui fait la force de l'union, que chacun se le tienne pour dit. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique, que dis-je, d'un film, je ne vous en dis pas plus, je préfère d'abord vous annoncer le prince et la princesse de la lecture qui vont m'accompagner. Marie-Fidèle, sois la bienvenue. Hello, hello, ravi de vous retrouver mes chers confrères. Le plaisir est partagé. Et le frère Macrandi, sois le bienvenu. Bonjour Herman, bonjour à tous. Je suis tout aussi ravi d'être sur ce plateau et j'ai hâte. Alors, nous allons faire une belle émission. En tout cas, je compte sur vous deux. Je compte également sur vos commentaires aussi constructifs qu'encourageants. Plantons le décor comme il se doit. Au détour de 1968, la France était secouée par une révolte portée par une certaine jeunesse un peu capricieuse, issue des beaux quartiers, qui s'offusquait de ne pas pouvoir passer des nuits avec loin des regards des parents. De l'autre côté de l'Atlantique, dans un coin plus sombre, une autre forme de jeunesse, moins favorisée, à la couleur plus mate, s'est dressée contre les violences policières qu'elle subissait jour après jour après jour. C'est le mouvement des Black Panthers, avec à sa tête Huey Newton et Bobby Seale. Ils marqueront l'histoire par cette initiative qui marque rien de plus qu'une renaissance de la virilité afro après des siècles et des siècles d'écrasement. C'était l'esclavage. Ce mouvement a ensuite été dilué dans une dynamique positive, dans une dynamique politique, en mettant de côté sa portée révolutionnaire, sa portée marxiste. 2018, soit près d'un demi-siècle plus tard, Hollywood célèbre Black Panther. Mais attention, plus de place pour Bobby Seale, plus de place pour Huey Newton. Non. Là, nous sommes dans une forme de science-fiction, dans une vision futuriste. C'est le film de Ryan Coogler, issu de l'industrie Marvel. Black Panther, Wakanda. Ce film a soulevé l'enthousiasme à l'échelle mondiale et notamment au sein de la communauté afro aux quatre coins du monde. On a tous, à un moment ou un autre, fait le signe de rassemblement. Simplement, quand on y regarde bien, quand on met en perspective ces deux réalités, on est en droit, pour ne pas dire, on a le devoir de dresser le point d'interrogation suivant. En définitive, un rêve sert-il à construire l'avenir ou alors à nous éloigner de la réalité? Pour répondre à cette question, on va décortiquer le film Black Panther dans toutes ses composantes afin d'en tirer le meilleur enseignement. Alors, comment avez-vous reçu le film Black Panther lorsqu'il est sorti? Très bien accueilli, moi personnellement, mais seulement après, parce que j'étais réticent. J'apprends qu'il sort, moi pas du tout coutumier, familier des Sorti en Marvel. 2018. Sorti en 2018 exactement, donc on m'en parle et lorsque je
vais le voir, mais je vais surtout le voir parce que j'entends les gens autour de moi m'en parler et ils m'en parlent d'une manière évidemment, dithyrambique. Et c'est là finalement que, j'y vais avec l'enthousiasme, porté par cet enthousiasme collectif. J'y vais et moi qui fais connaissance avec le Marvel, l'univers et cetera, je ressors avec une fierté. J'en ressors avec une fierté dopée d'Africains, de Noirs et parce que ce film, comme tu l'as dit dans ton introduction, m'a permis de rêver, m'a permis de me projeter dans une Afrique qui m'a simplement, dans un premier temps, rendu fier d'appartenir à un peuple qui peut se penser par lui-même, avec tous les ressorts, on les décortiquera peut-être tout à l'heure, avec le pouvoir féminin, avec, à la direction, en plus, on a une reine, on a une chef d'armée, commandant d'armée, on a, aussi, plus tard, à Alors la tête attends, de la avant de technologie. rentrer vraiment dans le contenu, toi, comment tu l'as reçu émotionnellement, factuellement? Ça a dopé ma confiance en moi. Très bien, merci. Alors pour ma part, je me rappelle en 2018 à l'époque, j'étais encore étudiante en master et j'étais, impliquée dans des cercles étudiants Mmh. et à ce moment-là, on avait organisé un événement qui était destiné à faire voir le film. Alors, à cette époque-là, le cercle marchait pas super bien, mais dès qu'on a lancé cet événement du film Black Panther, ça a super bien marché. Alors je vous laisse imaginer genre qu'on était, du coup dans la salle, de cinéma, on était une centaine D'accord. de plein d'étudiants noirs, afro-descendants en train de regarder le film et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti un sentiment de puissance, de fraternité et ouais, c'était vraiment un événement qui m'a profondément, marquée positivement avec, bah, voilà, tous ces rappels, esthétiques, africains, le fait qu'on soit vraiment dans cette espèce d'entre-soi, en train de regarder un film où on peut s'identifier et voilà, moi j'en ressors, et j'en retiens vraiment un magnifique souvenir. Pour moi, l'un des meilleurs événements de mon cercle étudiant Mmh. et voilà. D'accord, donc que du positif, une fierté retrouvée, dopée, le mot était, employé. Moi, à titre individuel, c'est vrai qu'un peu comme vous, je pense tout afro qui sont émotionnellement ressorti, un peu sur un petit nuage, Mmh. tellement c'était fantastique, ce qui nous a été offert, à l'écran, en termes de visuel, même en termes de contenu, hein, le fond. Mmh. Ça a constitué, je crois que c'est le premier film dans l'histoire du cinéma, Absolument. afro, Mmh. qui parvient à lui seul, à fédérer, tous les afros du monde, quelles que soient leurs obédiences, quelles que soient leurs origines, enfin aux 4 coins du monde. Le signe Wakanda, vraiment à traverser les océans, à traverser même les générations. On voyait des enfants, des Tout adultes, des personnes âgées, l'arborer. Donc c'était fondamentalement un film, j'allais dire d'unité. On pourrait même dire que c'était, pour nous, une forme de nouvelle Bible panafricaine 2.0 cinématographique. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant on va d'abord s'attarder un peu sur la forme. Sur yes. la forme, je pense que c'est un des éléments clés qui explique aussi cet enthousiasme, cette fierté. C'est que c'était la première fois où, non seulement l'Afrique et plus largement l'identité afro, n'était pas rattachée, associée exclusivement à la misère, au Absolument. macabre, à l'obscurité destructrice et La honteuse. famine et tout ce qui va La avec. famine et tout ce qui va avec, même si, bon, les Afro-Américains nous avaient déjà offert à travers le film, Un prince à New York avec Eddie Murphy, plus ou moins un petit aperçu. Mais là, Alors, en Mondovision, grand format, exclusivement centré sur l'Afrique et non pas sur les États-Unis ou la France, centré sur l'Afrique, on est loin du voyage en terre inconnue de Frédéric Lopez. Donc tout à qu'avez-vous fait. pensé de, justement cette esthétique? Alors moi, j'ai été profondément marquée par le fait que moi, j'aime bien regarder, certains films, avec beaucoup d'afro-descendants. Je J'aime bien regarder ça et par rapport à l'univers héroïque, j'ai été beaucoup marquée par Hancock, le film de Will Smith, qui rappelle en fait l'histoire d'aussi un héros, mais cette fois-ci, étrangement, il est pas comme les autres. Lui, il est alcoolique, L'alcoolique, voilà, il est c'est ça. défaillant, et c'est pour ça que ça me fait, penser à ce que tu viens de dire par rapport à la représentation. Je pense que ça nous pose des questions de fond sur le plan cinématographique. Quelle est la représentation des personnes noires au cinéma? À quel univers graphique, ça renvoie justement de mobiliser le continent africain? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et autre élément qui, en étant une personne qui a regardé beaucoup de films avec des personnes noires, c'est la question du black trauma. C'est ce que j'appelle le black Mmh. trauma. C'est cette tendance à voir, des films où on matérialise l'infériorité des personnes noires ou bien on les représente toujours à travers des prismes négatifs, de bandes urbaines, de,
dans des prisons. Et alors du coup, finalement, c'est des choses qui se normalisent dans nos regards. Et donc, c'est pour ça que le film Black Panthers, pour moi, il s'est vraiment inscrit dans un vent de Et qui fraîcheur conditionne même nos comportements. qui conditionne aussi nos comportements. Donc pour moi, ce film s'est vraiment inscrit dans un vent de fraîcheur où on a pu s'identifier positivement en fait à une représentation des personnes noires. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de poser aussi, je pense, ce film non pas comme un film communautaire, mais aussi un film dans lequel n'importe qui pourrait aussi s'identifier, Attends, quoi. attends, pardon, ça c'est l'aspect un peu plus politique. Moi, je veux vraiment pour le moment qu'on s'attarde Ton sur la aspect dimension esthétique. esthétique, Ouais. le visuel. On a vu les tenues, les coupes de cheveux, enfin vraiment l'esthétique africaine mise à l'honneur. Sur le plan Oui. esthétique, ce qui aussi m'a beaucoup marqué, c'est toute la dimension, on va dire, afrofuturiste, cette espèce d'idée où on met cette imagerie très de science-fiction mélangée à un savoir technologique. C'est quelque chose qui est très intéressant et qui prend un peu en contre-pied les représentations classiques qu'on veut projeter sur l'Afrique, renvoyer à une représentation coloniale, hein, très qu'on considérait comme primitif. Et ça aussi, on peut aussi en discuter. Et aussi, il faut savoir que, par rapport à ce film, dans les décors, du coup, le réalisateur Coogler a fait en sorte de mettre, à la tête des décors et des costumes des femmes qui ont, du coup, travaillé, des femmes afrodescendantes qui ont travaillé, justement tous ces codes esthétiques qui s'inspirent, en fait, d'un patrimoine culturel, africain. Donc c'était vraiment intéressant, en fait, de voir comment ce patrimoine africain, en fait, se matérialise dans ce cinéma, dans un contexte américain, en réalité. Merci. Et c'est là, moi je vais dans le même sens que Marie-Fidèle, c'est là que Ryan Coogler a véritablement réussi son œuvre. Parce qu'il a réussi à allier la tradition, l'ancestralité et la modernité, et même le futurisme, le fameux afrofuturisme dont tu parles. Et on lui rend hommage, moi je lui rends vraiment hommage dans cette émission, parce que et ça n'étonne même pas de lui, hein, de son personnage, parce qu'il a réalisé 3 films, en tout cas jusqu'à Black Panther, et c'était déjà des réussites jusqu'ici, parce qu'il a véritablement compris ce qu'il devait faire. Il a réussi à allier ces 2 réalités-là. On voit à travers notamment toutes les références, elles sont disséminées à travers les films, hein, à travers le film, notamment les références aux pratiques ancestrales, à la plante, la fameuse fleur, avec des vertus mystiques, les tenues, les coupes de cheveux. C'est même aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que même dans la version originale, on l'entend plus, même l'accent. Parce qu'il y a un mélange du Yoruba, un peu du Xhosa et d'une autre langue que j'oublie. Donc ils ont poussé l'effort et la précision jusqu'à ce niveau-là. Et ça nous permet en fait, et je pense que c'est aussi ça qui a permis de mettre tout le monde d'accord, aussi bien les afros sur le continent que dans la diaspora, parce qu'il y a aussi cette double dimension dans le film. Ceux sur le continent se sentent représentés parce qu'il y a des références à leur langue, à leur culture, à leur façon de faire, à la royauté et à la grandeur féminine, etc. Hein. Il y a Nzinga juste derrière toi, par exemple, la reine Nzinga. Et en face, ceux de la diaspora, dans la dimension futuriste un peu, qui sont au contact de la modernité occidentale. Donc esthétiquement, je pense qu'ils nous ont offert un spectacle impressionnant, et c'est le rôle du réalisateur aussi, c'est qu'il crée des imaginaires, il nous permet de nous ancrer dans une réalité qu'il a réussi à dessiner, alors que initialement, Wakanda, c'était pas vraiment à l'image de... Je veux dire, quand ça a été écrit plusieurs décennies en arrière, ce n'était pas à l'image du film il a réussi à nous pondre. Donc moi, je suis très très fier de ce film-là, de l'œuvre de Coogler, qui est un réalisateur très engagé et qui a réussi à rendre sa pensée et à en faire un blockbuster, on peut le dire aujourd'hui. Oui, c'est faire un blockbuster comme tu dis. Moi, j'aimerais insister sur un point, justement sur la dimension esthétique. C'est que Ryan Coogler, à travers ce film, il rappelle à quel point la beauté renvoie à une dimension divine. Mmh. Le beau n'est pas quelque chose de superficiel. Le beau est l'un des attributs de la royauté et l'un des attributs de la noblesse par excellence. Une personne qui se présente de manière élégante, je ne cesserai de le répéter, et Ryan Coogler le met en scène de façon exceptionnelle, eh bien, c'est une personne qui n'a même pas besoin de parler pour attester de sa valeur. Toutes les civilisations qui ont eu à leur tête des royautés, des rois, des reines, se sont marquées, se sont inscrites dans le temps, dans la durée, dans la postérité, par leur apparat. D'ailleurs, vous en êtes la preuve, hein, dois-je le souligner. Merci. Et ce film a remis au centre de nos réalités eh bien, la beauté purement africaine, donc une sorte d'authenticité esthétique Mmh. qui n'est pas teintée d'américanisation, qui n'est pas teintée d'occidentalisation, bien que je n'ai rien contre, hein. Je ne suis pas, comme je ne cesserai de le répéter, un suprémaciste afro. Il n'empêche que je pense que nous sommes de cette génération qui
devons porter cette renaissance et qui doit aussi passer par la revalorisation de notre identité, on va dire culturelle et en particulier l'identité esthétique. Et Ryan Coogler, à ce niveau-là, a très bien su le faire. Et pour prolonger ma question de l'esthétique, on va aller jusque sur le terrain que vous avez effleuré tout à l'heure des femmes. Comment, toi, en tant que femme, as-tu reçu le fait que c'est l'une des rares fois où la femme afro, la femme fatale afro, était entre guillemets 100% afro, n'était pas une light skin. Parce que souvent, Mmh. quand on met en avant soi-disant des femmes afro, on s'aperçoit que ce sont des light skin, alors que là, à travers la figure de Lupita Nyong'o, c'était la femme fatale afro dans toute sa splendeur. Mmh. Est-ce que comment tu l'as reçu? Bah, je pense que c'est intéressant aussi de faire un focus un peu dans le Mhm. contexte dans lequel, ce film a émergé. Même j'aime bien m'ancrer dans l'univers des réseaux sociaux notamment et parce qu'elle en dit long aussi sur les codes de beauté. On est dans un contexte aussi où on commence à, valoriser un peu plus la femme noire, une femme noire dark skin, donc de voir Lupita aussi, c'était quelque chose de fort en tant que femme noire, à la télé. Moi, j'étais particulièrement, pardon, marquée par, les Amazones, les guerrières du Dahomey, dans le film. Le fait qu'elles soient chauves, pour la plupart, hein, je pense, Non, ouais, toutes, ouais. toutes chauves et un des, La une tête. des choses qui m'a vraiment le plus marquée, c'est la scène où elle jette Ouais. la perruque. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment très, très fort, comme message politique par rapport aux normes esthétiques qui sont imposées, sur les femmes noires. Le fait de matérialiser, en fait, les différentes formes de beauté et pas que sur le plan esthétique, même cette posture, en fait, de puissance, qu'elle incarne Okoye, si je me trompe pas, Ouais, la ouais. chef La charge de guerrière, l'art, ouais. qu'elle incarne aussi, sur le plan de l'identification. C'est vraiment fort parce que, lorsqu'on s'approche, et qu'on on se penche sur les enjeux, relatifs aux femmes afrodescendantes, c'est beaucoup sur les questions de beauté, et cetera et là, avoir déplacé cette question vers la position politique, stratégique et militaire, qu'incarne Okoye en termes Mais pour revenir sur d'identification, le pour moi, geste, c'était vraiment fort. que tu fais bien d'en parler maintenant, Mmh. le geste où elle prend sa perruque et elle la jette. Mmh. Est-ce que toi, c'est un geste que tu souhaiterais voir se répandre aux quatre coins du monde? Moi, c'est oui et non. C'est je pense que ça renvoie à un débat de fond, là où mes sœurs, afrodescendantes, je pense on a été beaucoup vaccinées, dedans, à savoir, le fait qu'on ait des complexes par rapport à nos cheveux. Moi, je prône plus, le fait qu'on s'inscrive dans la versatilité, en fait, capillaire. Donc, ne pas, sacraliser le cheveu, lisse, comme a tenté de nous l'imposer, du coup, les normes occidentales, mais plus s'inscrire dans le fait d'être fier de son cheveu aussi crépus, mais aussi de s'inscrire dans cette possibilité de pouvoir faire des tresses, de pouvoir mettre des perruques ou pas et donc voilà, moi je suis plus, en faveur de cette versatilité et en fait, j'ai aimé en fait justement ce truc-là d'empowerment, féminin noir, juste de s'inscrire dans une posture de décision qui me rappelle notamment l'acte de la soudanaise, mannequin en 1980. 97 ou 98? Ouais, oui, voilà, dans 90. ces dates-là, Mmh. où, elle a fait exactement la même chose lors d'un défilé, où on lui avait imposé, en fait, une perruque blonde et elle l'a pris, elle l'a jetée et j'ai trouvé que c'était vraiment un acte politique hyper fort et un beau rappel, en fait, de ces enjeux-là. Moi, ce qui m'interpelle, là-dessus, je te cède la parole, c'est que, alors, pour certaines qui prônent l'émancipation en jetant leur tissage, elles passent on jette le tissage au crâne chauve, Mmh. comme s'il n'y avait pas une possibilité de phase intermédiaire. Est-ce que la beauté de la femme afro doit forcément se conjuguer avec l'absence de cheveux? Bah, Attention, moi, je pense qu'au-delà de l'aspect esthétique, enfin de la beauté, notamment, c'est que la perruque symbolisait simplement le fait parce qu'elle n'était la scène quand on la voit, ils ne sont même pas à Wakanda. Mhm. Ils sont à l'étranger Oui. et donc c'était une forme de déguisement parce qu'elle avait un déguisement et cetera et ce que ça renvoie comme message subliminal pour moi, c'est qu'en me parant d'une perruque, je ne suis plus moi-même et donc je suis déguisé, clairement déguisé. Et donc l'authenticité revient à ça et je pense que le crâne rasé, c'est simplement parce que la reine, par exemple, n'a pas le crâne chauve, et bien d'autres citoyennes wakandaises, en l'occurrence, n'ont pas le crâne chauve. Donc c'est simplement correspondant aux normes de l'armée, en l'occurrence, parce que, bah, toutes les combattantes, avaient le crâne rasé. Moi, ça me correspond parce que ça renvoie aussi un message de discipline. C'est que, alors que le cheveu, est quand même présenté comme
l'argument ultime, l'élément ultime de la beauté de la femme, ou en tout cas un élément central de la beauté féminine, là, la femme est capable de se passer de cet élément-là, de s'en priver pour mettre son énergie et toute sa beauté, en fin de compte, au service de la cause, pour défendre son pays et pour défendre sa nation et les intérêts. Et on a vu comment elles l'ont fait. Moi, je le perçois plutôt comme ça. Maintenant, pour aller sur ce terrain-là et répondre à la question de la perruque, etc., euh, euh, alors, moi, je suis un peu en désaccord avec toi, enfin, je suis même totalement en désaccord avec toi sur la question de la subtilité, parce que moi, j'ai La toujours perçu versatilité, de la versatilité, pardon, je sais plus ce que j'ai dit, subtilité. la subtilité, non, la versatilité, parce que moi, j'ai toujours perçu ces perruques ou ces faux cheveux, je les appelle comme ça, comme étant un effort de ressembler à l'autre. Et l'autre, c'est-à-dire le modèle qui nous a toujours été présenté, celui de la femme euh, au teint clair, au teint un peu moins foncé que celles qui ont le teint foncé. Et donc, si on arrive à créer cette rupture-là, on réussit à s'émanciper de... Parce que moi, je l'ai toujours pris pour une excuse, en réalité. Pour moi, c'est une excuse. C'est C'est-à-dire, oui, on a la possibilité on peut le faire, mais en réalité, qu'est-ce qui a dicté le fait de se parer de perruques? Cheveux lisses, blondes, c'est bien. c'est pas tout- L'intention, la majorité des femmes afro qui portent un tissage ne sont pas blondes, portent pas un tissage blond. non, enfin, mais j'ai parlé de tissage lisse, Mhm. ensuite blonde. Mais dans tous les cas, que ce soit blond ou non d'ailleurs, hein, parce qu'on en a de toutes les couleurs. Mais ça part de là quand même, parce que ça a été dicté par toutes les représentations qu'on a eues Mhm. à la télé, dans les magazines, et à travers même l'imaginaire dans les romans. Un enfant qui naît en Afrique, qui lit un roman dans lequel on lui dit les cheveux au vent, elle avait les cheveux au vent. Bon, moi j'ai les cheveux malgré le vent, même si j'ai le vent à 110 km/h, ils sont pas forcément au vent, quoi. Donc il y a aussi cette question d'identification-là, et donc il y a forcément un effort inconscient Mhm. de s'accommoder et de s'assimiler, enfin non, de se rapprocher plutôt de ce modèle-là. Et c'est bien pour ça que moi Oui. je suis en désaccord. Donc, Tous ces modèles qui ont été présentés à travers les médias, à travers la littérature notamment. donc toi, tu vois ça comme un modèle, le cheveu lisse, un modèle occidental Absolument. ou un modèle universel Alors, d'esthétique? l'universel, alors, là-dessus aussi, c'est un véritable sujet. Parce que c'est quoi la définition de l'universel? Est-ce que l'universel, c'est l'occidentalisation du monde, ou c'est plutôt la prise en compte de toutes les cultures, quelles qu'elles soient? Parce que moi, la Alors, réalité, je te c'est que réponds. l'universel, Tu m'as posé une question. Tu ne vas pas faire la question et la réponse. Tu me poses une question. ouais, Il existe des normes universelles ouais. liées à la beauté. Par exemple, le visage, l'harmonie des traits du visage qui relève de la géométrie et non pas d'une quelconque identité culturelle. Peut-être que le rapport aussi aux cheveux Mhm. peut correspondre à une forme aussi de géométrie que l'on retrouve pas uniquement chez les Occidentaux. Les Asiatiques, on retrouve les cheveux lisses, les Indiennes ont les cheveux lisses, et même sur le continent, par exemple, là, on peut considérer avec les tresses, plus ou moins, ça correspond à des cheveux lisses. Donc peut-être que l'aspect cheveux lisses, et non pas l'aspect volumineux, renvoie à une vision plus esthétique. Alors, C'est tout. relativisons déjà la question Ouais. de la symétrie, parce que tu le sais très bien, la disproportion, c'est aussi une forme d'art, par exemple. C'est aussi pris en compte dans l'art. Tu vas avoir Mais est-ce que c'est beau? C'est pas parce symétrie. que c'est de l'art que c'est beau. Moi, je Non, parle de la beauté. oui, alors la beauté, parlons de la beauté Oh, justement. mhm. Tu as la beauté objective, observable, posable partout, sur base de certains codes rationnels, Ouais. disons-le comme ça, et ensuite tu as la beauté subjective. Moi, je parle de la beauté objective. Si je parle de universel, c'est que je parle de la beauté Et moi, objective. j'ai toujours considéré que Mhm. la beauté objective était rentrée dans le domaine de l'objectivité parce qu'on a réussi à éduquer le regard. Tu penses? On a réussi à former. Parce Alors, que je te prends un exemple. Moi, j'aime bien parler des exemples. Si je tu t'en prends, prie, si tu vas-y. prends Trey Songz Oui, et tu prends Boudère, tu oui. penses qu'on a besoin d'éduquer une personne pour dire que l'un est plus beau que l'autre? Parce qu'aujourd'hui, la société, donc l'universel dont tu parles, Ouais. et le commun des mortels, Ouais. a assimilé ces codes-là, C'est vrai? ces codes de Donc, perception. Il y a des choses qui étaient tu penses belles. qu'un bébé de 6 ans Oui, qu'on va mettre sur un pied d'égalité esthétique, ouais. Boudère et Trey Songz? Certainement, Ok, mais c'est dans l'éducation dans tous les cas. ok. Je peux te trouver des exemples de choses qui n'étaient pas belles il y a quelques années, qu'ils sont aujourd'hui. Parlons par exemple, nous parlons de la femme, parlons de la femme. Mhm. Il y a, à une certaine époque, où les traits fins, comme tu en parles, heu le corps filiforme, et cetera, c'était perçu comme standard, et c'était ça l'image de la beauté. Alors qu'en réalité, nous nous sommes aperçus avec un peu d'effort, avec Mhm. un peu d'intérêt pour d'autres types de beauté féminine,
qui a bien certaines beautés, certaines présentations physiques qu'il faut bien en mettre en avant, qui sont admises finalement dans la beauté. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que certaines femmes qui étaient présentées comme des modèles Mhm. vont maintenant aujourd'hui faire le mouvement inverse, celui de s'adapter ou de ressembler à ces fameuses femmes qu'on traitait de rondes à l'époque, qu'on traitait de difformes, etc. Donc je pense que c'est toujours une question de regard, d'éducation et d'éducation de la pensée et du regard en fait. D'accord. Donc, Moi, je vais un peu te reprendre, Mac. Oula. En réalité, je t'ai un peu taquiné. Je vois quand même là où tu veux en venir, sur le fait qu'on nous a imposé, en fait, des certaines normes de beauté, et particulièrement, par rapport au phénomène d'identification. Tu as posé la question de: «Est-ce qu'un enfant pourrait réussir à faire l'indistinction, sur, la Trey Songz et Boudère, la Exactement. beauté. Ah bah, ça me fait penser, à l'expérience de la poupée Mhm. qui avait été, imposée, enfin, qui avait été, faite à Mhm. des enfants, où on a vu des, enfants afrodescendants qui allaient plus favorablement vers des poupées blanches. Donc Mhm. on voit que finalement le fait d'être formaté à certaines normes esthétiques, c'est quelque chose qui prend ancrage très tôt. Alors, Et je alors précise, Ah tu as bah, raison, je précise. L'expérience, les poupées étaient exactement les mêmes. Il n'y avait que la couleur de peau qui changeait. mmh Là, j'ai pris Boudère et Trey Songz parce qu'il y a une différence qui ne se limite pas à la couleur de peau. Il y a une différence aussi au niveau des traits du visage. Je ne suis pas sûr que à ces mêmes enfants qui se sont tous tournés exclusivement vers les poupées à la peau claire, si tu leur soumets l'effigie de Boudère et l'effigie de Trey Songz, je ne suis pas certain qu'ils choisiraient Boudère. Mais honnêtement, j'en doute. Ça, bah, En gros, moi, je je ne pose sais la pas. question. Mais en tout cas, je voulais ouais, déplacer ouais. plutôt la question parce qu'on touche aux questions de femmes noires. Vous m'avez demandé par rapport Oui, à oui. mon expérience. Ça me renvoie au fait que le fait d'avoir des cheveux lisses influence beaucoup nos expériences de vie en tant que femmes afrodescendantes en société. Je parle notamment en société occidentale. En tout cas, en tant que chercheuse en sociologie, j'ai constaté vraiment que, par exemple, dans le monde de l'emploi, le fait d'avoir des cheveux lisses permet d'avoir des interactions plus favorables, même des opportunités, professionnelles, plus favorables. En allant plus loin, il y a plusieurs, jeunes femmes afrodescendantes qui ont parlé notamment d'expériences sociales, de leur vie capillaire, hein, sur la scène romantico-sexuelle, en expliquant qu'en fonction, de leurs cheveux, elles avaient des interactions Oui. différentes, à savoir avoir plus de succès quand tu as une perruque et malheureusement, en tant que femme afro et aussi par rapport à la manière dont se construit notre socialisation en tant que femme noire, heu, il est très dur en fait de pouvoir développer de l'appréciation de soi, lorsqu'on a été formaté à se dire que quand on a des cheveux lisses, on est forcément plus belle. Et donc je suis contente de constater qu'on arrive à un tournant, où ça se matérialise aussi dans l'univers cinématographique. On met en avant d'autres esthétismes, d'autres esthétiques, notamment sur le plan capillaire. Ok, donc toi, tu prônes la diversité au sens large. Tout à fait. Et plus largement, est-ce que vous croyez en l'existence du beau, en termes de valeur transcendantale, comme il existe le vrai, la vérité objective, donc scientifique notamment? Est-ce que pour vous, la beauté peut renvoyer aussi à cette valeur transcendantale, Je pense qu'il comme le bien? je pense qu'il y a certaines formes de beauté qui sont objectives. Tu as un exemple, s'il te plaît? Alors tu m'en poses une bonne. Bon, moi je La te beauté reprends. objective, ouais. En tout cas, moi, en tant que sociologue, en tout cas, je vois beaucoup les choses par rapport au déterminisme social, par rapport à la manière dont les structures influencent aussi nos rapports à la beauté, nos rapports au plaisir, nos rapports au loisir. Mhm. Donc là, je m'inscris vraiment Ok, dans une pensée Bourdieu plus sur ce pas. anthropocéenne, bien Ouais, sûr, Sur le ok. c'est terrain, tout. ouais. Et on voit que même le rapport à la beauté est complètement construit. Donc pour moi, le rapport au beau, elle s'inscrit vraiment dans une posture très, très, très subjective en Ok. réalité. Alors, Et pour te répondre, parce que j'ai finalement trouvé l'exemple, ouais, en musique, ouais. il y a des harmonies qui sont universellement agréables à l'oreille, peu importe la planète, peu Mhm. importe le coin du monde Mhm. sur lequel on se trouve. Mais pas pour, manifestement, notre sœur ici, qui estime que tout ça ne relève On que de n'est la que construction. construction sociale. Ah oui, oui, oui. C'est d'un point de vue de sociologue, je ne Ouais, suis pas sociologue, ouais. mais pour avoir fait de la musique, Alors je pour avoir... précise, de Oui, sociologue athée. ok, C'est une nuance. d'accord. Il y a sociologue et sociologue Oui, athée. qui ne croit pas dans la transcendance, Voilà. dans l'existence C'est les de la athées beauté absolue. qui croient que tout est construction. Quand on n'est pas athée, on sait qu'au-delà de la construction, parce qu'elle existe, néanmoins, il existe par ailleurs des éléments qui transcendent la Mais construction et que la construction, j'insiste, je finis là-dessus, Mhm, tente de rapprocher. mhm.
C'est ça la Mais tu différence. n'as pas l'impression que Parce que le la nombre prise en d'or, compte de la transcendance si je prends l'exemple, nous éloigne. Oui. alors je prends l'exemple du nombre d'or. Est-ce que tu as déjà entendu parler du nombre d'or? Je te laisse développer. Tu as entendu parler du nombre d'or? OK. Le nombre d'or, ben, précisément, c'est un nombre qui qu'on le retrouve dans quasiment toutes les constructions, que ce soit architecturales ou enfin, au sens large matériel, auxquelles sont associés le qualificatif de beau. Donc c'est pour dire que ce qu'on voit comme de la beauté, mais quelque part, ça renvoie à une forme de vérité géométrique, transcendante. Et ça relève après bon, si on connaît un peu le mysticisme ou la kabbale, donc moi je crois après ça relève de la croyance, hein, Parce que quand tu parles, à voilà, l'échelle j'allais dire, parce que humaine, du coup, précisément, ouais, ce qui est, relève de la croyance ouais. est très peu discutable, ou en tout cas, atteint les limites de la conviction personnelle. Parce que la conviction personnelle, par définition, Mmh. est personnelle et elle est forgée sur base de quelque chose qui n'est pas démontrable. Je pense aussi que le Et rapport à la beauté, ça circule. Mmh. c'est C'est-à-dire que mouvant. si tu vois, étant donné le système monde, comment il fonctionne, hein, donc les individus se déplacent, Mmh. ils découvrent, d'autres, par exemple, normes architecturales, ils tentent de l'importer aussi chez eux. Mmh. Je pense qu'on est en perpétuel dialogue et c'est pour ça que peut-être, certaines civilisations, certaines personnes peuvent s'homogénéiser pour considérer que cette chose est beau et belle. Mmh. Je pense aussi qu'il y a tout ce travail, pardon, en dialogue qui permet justement d'arriver à cette sorte de consensus, de dire: Bien sûr. «Cette chose est belle, ça, c'est beau». OK, Oui, tout à fait. Et sur la symétrie, est-ce que ouais, tu prolongerais la symétrie ouais. jusqu'à la musique que j'évoquais précédemment? Ah oui, oui, dans toutes À les la symétrie tout ce qui de auditive aussi? oui, oui, tout ce qui de près ou de loin renvoie à une appréciation dite esthétique, en arrière-fond, Ouais. renferme une symétrie, une harmonie. C'est-à-dire en gros, les mathématiques. Le réel est logique et la logique est réelle. Pour la faire courte, OK, parce c'est que une toi tu appréciation. associerais la symétrie à l'harmonie. Oh oui, ah oui, D'accord. bah, la symétrie auditive, en fonction des notes, tout cela c'est enfin, quand on écoute les vibrations, le rapport aux vibrations, sachant que le son, c'est du mouvement. Oui, tout à fait. Donc quelque part, ça renvoie quand même à une dimension, encore une fois, matérielle. Même si elle n'est pas visible, elle reste matérielle. Pareil avec un tableau, tu regardes ou une œuvre architecturale, tu regardes le Taj Mahal, heu, tu tombes devant le splendide. Tu regardes la chapelle Sixtine ou les temples d'Abou Simbel. Au-delà de l'aspect gigantesque, hein, qui, me Qui est stupéfait, impressionnant. la précision, l'harmonie fait écho, à mon sens, à une dimension de la beauté. Mais pour prolonger mon propos, cette fois-ci, parce que hélas, on aurait beaucoup à dire si on se limitait à la question de la beauté, concernant le rôle de la femme dans, Black Panther. Est-ce que vous y voyez, parce qu'à la fois, heu, chef militaire, donc l'armée, les Amazones, en même temps, Reine. la reine et pour finir, À la technologie. Shuri, la technologie, c'est-à-dire la science, la matière grise. Donc peut-on considérer que ce film est une sorte, d'ode au système, matriarcal? Bah, moi je suis profondément convaincu que c'est le rétablissement de cette forme de royauté ou en tout cas d'autorité, je dirais même de virilité, qui a existé dans certaines, sociétés Virilité? africaines. Oui, virilité féminine, oui, OK, j'assume ce terme-là. OK. Parce qu'on le voit, hein, ces femmes-là, c'est pas des femmes, qui se laissent marcher dessus. Mmh. On le voit dans la scène, par exemple, sans spoiler, mais bon, la scène, aux Nations unies, Mmh. lorsqu'on ramène et même avant, lorsqu'ils se font attaquer justement par des militaires, issus d'une opération, d'une certaine opération, Barkhane pour ne pas la nommer, Mmh. heu, elles ne se laissent pas faire, elles Mmh. défendent correctement et on le verra même dans d'autres scènes de combat. Donc, il y a une véritable virilité, là-dessus. Donc je pense et je continue de penser que c'est aussi là l'intention et la volonté du réalisateur, de positionner la femme à tous ces niveaux stratégiques et importants, pour renvoyer cette image que, contrairement à ce que l'on pense, et ça va même d'ailleurs à contre-courant du discours féministe ambiant qui consiste à faire de la femme l'égale absolue de l'homme, alors qu'il y a une complémentarité, une forme de complémentarité. Il y avait bien un roi, il y a eu une reine, en dessous tu avais, le Black Panther et la société était structurée de cette manière-là et il y avait une harmonie parfaite. Et donc chacun avait une tâche dédiée, il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre, c'était très structuré. Donc on rétablit là-dessus, la vérité et même des choses qui ont été, tues par la colonisation, par l'esclavage, et les femmes qui ont été reléguées au dernier plan.
aussi par le besoin, enfin, en tout cas, par la force de ceux qui ont voulu gommer totalement ces façons de faire. Je reprends l'exemple de la reine Zinga qui n'est pas la seule, Kimpa Vita, notamment au royaume Congo et cetera. Toutes les résistantes, les Agodjé que tu as citées, au Dahomey. Donc c'est un rétablissement et il était important, je pense, que les femmes se retrouvent à ce niveau-là pour que même les nôtres ne considèrent pas, ne perçoivent pas simplement leur rôle en tant que, militantes, et déplacer le combat. Que ce ne soit pas un combat simplement face à l'homme, mais plutôt que ce soit un combat avec l'homme en harmonie pour le bien de la société, pour le besoin de la société. Et pour finir, il y a même, on le verra plus tard aussi, enfin on le voit plus tard, je crois que c'est dans le 2 ou peut-être dans le 1, celle qui vient par la suite, mais qui vient des États-Unis, la petite jeune étudiante qui vient des États-Unis, c'est encore une femme celle-là aussi. Les deux. Donc en fait, elles sont vraiment inscrites à des moments clés de l'histoire du Wakanda et je trouve que c'est un juste rétablissement des choses et donc j'en suis heureux. Très bien. Oui, je voulais savoir, c'est quoi la virilité féminine, c'est ça? La vérité a toujours été attribuée à l'homme, c'est-à-dire le caractère, la force que l'homme peut incarner et sa capacité à pouvoir s'imposer. Pour ça que je l'attribue et en fait, Et à la dominer, virilité et à dominer et aussi. à dominer, voilà. La virilité aujourd'hui est en train d'être diabolisée par les féministes ou les néo-féministes qui, voilà, considèrent que la féminité et la virilité, pardon, est toxique. La virilité est dangereuse pour la société, elle consiste à écraser l'homme et cetera. Là, nous avons la preuve qu'une femme peut faire preuve d'autorité, de force et de virilité en en ayant de l'autorité, en dirigeant, en protégeant sa nation, en allant Ouais, au mais c'est contact quel des hommes. courant féministe qui, du coup, met en avant le fait que la virilité, c'est quelque chose de négatif, Ah bah, tu lis un ouvrage comme celui de la masculinité toxique, par exemple. Il me semble que c'est Olivia Gazalet qui l'a écrit, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y a un ouvrage, Le mythe de la Le mythe de virilité. la virilité pour Gazalet, mais il y a un autre ouvrage dont Alors, j'oublie il y a le le coup de la titre. virilité de Poitvin, je crois. oui, Le coup de tu l'as certainement lu. oui, Mhm. vas-y. Et Mmh. en fait, ça et tu l'entends même auprès de je parle des néo-féministes qui sont sur les médias, qui ont pignon sur eux aujourd'hui sur les réseaux sociaux et cetera, qui prennent la parole, pour représenter les femmes, donc celles qui ne s'expriment pas, et qui mettent en avant cet argument-là, qui peut être entendable compte tenu de l'expérience de certaines femmes vis-à-vis de certains hommes. Peut-être que tu t'inscris plus dans une, posture en fait de conception des courants féministes. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment de toujours, homogénéiser en fait le courant féministe alors qu'il y a plusieurs courants féministes et c'est pour ça que là, moi, je me désolidarise de ton propos. Moi, je m'inscris plus dans un courant féministe décolonial qui s'inscrit plus à la pensée de Bell Hooks, par exemple, qui, elle, n'a pas vraiment de problème avec le concept de la virilité tant que ça nuit pas, justement aux hommes eux-mêmes ni aux femmes et donc c'est pour ça que je t'invite plus à nuancer, ton propos par rapport à ça parce que, il y a pas forcément des enfin ce courant par exemple en particulier ne, dénigre pas le concept de la virilité. A contrario, en fait, je m'interroge en fait le fait de toujours mobiliser ce dès que des personnes noires vont déposer un acte fort et que ce sont des femmes, je comprends pas pourquoi on mobilise ce concept de virilité qui renvoie à concept masculin et pourquoi on parle pas simplement d'empowerment féminin noir qui, pour moi est un propos, un concept qui va être plus cohérent, en fait, par rapport au groupe cible qu'elle concerne. Alors en français, Moi, je en français, empowerment, ça se dit comment? Empowerment, c'est vraiment une conception dans le fait que, des femmes, en tout cas dans ce cas de figure, s'inscrivent dans des postures d'agencéité. Donc elles utilisent leur propre force pour sortir de leurs conditions et pour pouvoir justement, comme tu disais, dans ton magnifique discours, s'inscrire dans le bien-être de la collectivité. Donc voilà, moi je c'est ça qui m'a un peu, interrogée, lorsque tu as parlé de la virilité, Beh, féminine. j'entends que tu sois froissé, mais mon propos n'était pas tant sur les féministes, il était davantage sur, Alors, je clarifie pour être sûr que tout le monde comprenne. Déjà, premièrement, est-ce que toi, tu vois dans le mot empowerment, qui est anglais, c'est un synonyme de ce que lui virilité. appelle virilité, ou pas? Pour moi, non, Ok. c'est plus Est-ce que tu as un synonyme en français du mot, une traduction, même pas un synonyme, une traduction? moi, je parlerais vraiment d'agencéité, par exemple, c'est féminin noir. Ok, Je pense que ça pourrait être peut-être en tout cas, ça me convient mieux que, virilité féminine. d'accord, ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que toi, tu penses que le courant que tu dénonçais Mmh. euh, assimile de façon automatique virilité à toxicité? Absolument. Donc pour toi, il n'y a pas une différence entre d'un côté une virilité qui sera acceptable
et de l'autre une virilité toxique, c'est-à-dire l'effet pervers de la virilité. Pour Ouais, toi, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il y a une véritable tendance à mélanger les 2, à ne ok, pas dissocier. ok. Parce que, comme tu le dis, Mhm, très justement, il y a la virilité, ensuite il y a les effets pervers mhm, et tous les travers de la virilité qui peut être toxique, qui peut être ceci. Donc, s'il y a une virilité toxique, il y a mhm, bien forcément une virilité qui soit positive, qui soit constructive, mhm, qui soit présente. Et c'est important de le dire. Et moi, en employant ce terme-là, provoquant, de virilité féminine, c'était aussi une façon de réattribuer les mêmes attributs qu'on a attribués aux hommes, aux femmes, qui pour le coup jouent ce rôle-là. Parce que nous sommes habitués aujourd'hui, dans ce monde moderne, à voir davantage les hommes à tous ces postes clés. Ce sont les hommes qui dirigent, qui sont des chefs d'État, qui sont des dirigeants, des premiers ministres, etc. Les chefs d'armée, en général, ce sont des hommes. À la technologie, je n'en connais pas énormément, à part une Fatoumata Kébé qui est astronaute brillante et à qui on rend hommage ici, mais il n'y en a pas énormément dans la communauté afro. En revanche, tu as énormément d'hommes qui sont à la pointe de la technologie, et on les met en avant. Donc pour moi, bien au contraire, c'était une façon de rendre hommage à ces femmes-là et de leur réattribuer ce pouvoir qu'elles ont et qu'elles occupent très brillamment dans le film. Mais je vois que tu es en désaccord, mais Pour revenir à ma question sur le matriarcat, pour toi, ce n'est pas une ode, ce film, au matriarcat. C'est plus une ode à une sorte de complémentarité. J'aurais tendance à ne pas généraliser en j et puis j'ai envie de te dire les 2 sont possibles parce qu'on Hein? peut rendre on peut rendre hommage au matriarcat parce que le matriarcat, c'est le pouvoir féminin. Enfin, le pouvoir en tout cas porté par les femmes et sauf que ce pouvoir-là, comme je l'ai dit dans mon propos précédent, il n'est pas généralisé sur tout le territoire de l'Afrique. Il y a eu quelques sociétés africaines. Non, là, je parle du vraiment le film. Le film. Bah non, parce que Est-ce bon, que c'est un appel au, matriarcat comme certains l'évoquent assez bah, de je plus en pense plus, hein, je pense oui. considérant que, finalement les hommes n'ont apporté, sur cette terre, que barbarie, volonté de dominer, écrasement de l'autre, là où les femmes auraient peut-être davantage tendance à apporter, hem, empathie, à apporter, harmonie. Enfin voilà, il y a Non, cette non, mais théorie-là qui est venue. je pense que Ah je oui, pense que c'est un tu voudrais ma raisonnement un attends, peu faible, pardon. oui, Non, non. En réalité, moi, ce que le réalisateur a voulu faire, c'est beaucoup de références, en fait, à comment fonctionnait, Je vois. voilà, comme j'ai dit, des rappels, en fait, de ce patrimoine culturel africain, mais aussi, du coup, de l'historicité de cette existence de l'Afrique sans, avant, en fait, l'importation de la colonisation et de l'esclavage. mmh mh, Et donc, pour revenir sur le concept de matriarcat, Mmh. à savoir qu'à l'époque, c'était plus des sociétés matrilinéaires. mmh Donc dans cette conception matrilinéaire, beaucoup de choses, le système de fonctionnement de la société, elle tournait autour du concept de la maternité. Les femmes avaient un rôle clé à plusieurs postes, notamment dans la manière dont on organise la société. Et donc du coup, je pense que c'est ce que le réalisateur a voulu reproduire, c'est vraiment de faire un clin d'œil mmh. à, du coup, cette histoire, Oui, précoloniale c'est un en film fait, hein, futuriste. afrofuturiste Donc et c'est bien peut-être une sûr projection aussi vers un exact certain avenir, c'est peut-être un idéal Oui, qu'il met en avant, c'est dont il fait la promotion. et c'est ça tout le cœur en fait de ce film-là, c'est notamment l'univers afrofuturisme Mmh et je pense qu'on l'a beaucoup dit, mais je pense que c'est important de se rappeler c'est quoi? À savoir que ça incarne beaucoup de choses, ça incarne notamment une posture en fait de penseur de la littérature sur une Afrique qui n'aurait pas été, impactée par la colonisation, par l'esclavage. L'afrofuturisme aussi, c'est la mobilisation de codes esthétiques aussi, qui s'inscrit au fait que les Afro-Américains, à ce moment-là, peuvent se réapproprier la science-fiction et la technologie. En fait, c'est tous, ces aspects-là de afrofuturisme. C'est aussi un moyen, en fait, de pouvoir penser cette Afrique, en dehors, en fait, de ces aspects, négatifs mh. et de pouvoir négocier, en fait, à un rapport à son africanité, à quelque chose, en fait, de moins négatif et surtout tourné vers l'avenir. OK, merci. On va faire un pas encore, en avant, sur, cette fois-ci non pas le patriarcat, versus, matriarcat, mais plutôt sur la forme du régime politique, mmh, qui peut être, mis en avant et sollicité à travers ce film. On voit bien que c'est la monarchie, en tout cas une centralisation qui est, même si elle est constitutionnelle, il y a quand même des lois qui sont au-dessus du roi, qui est promue. Et nous vivons une époque traversée par, notamment sur le continent, un renversement entre guillemets, si on se place du côté, sous l'angle occidental, un renversement des régimes, monarchie. prétendument, démocratiques au profit
forme de retour d'un autoritarisme. Alors, on ne parle pas encore de monarchie, mais d'une forme d'autoritarisme. Selon vous, est-ce que la démocratie est le régime idéal ou alors est-ce que c'est un régime qui doit aujourd'hui être mis de côté au profit d'un autre régime, comme par exemple une monarchie éclairée, évidemment? Je pense que ce serait un peu aventureux de pouvoir, dire que ça fonctionnerait si on applique le modèle qu'on a vu au Wakanda, mais je pense plutôt que ce serait, intéressant de, oui, remettre en question, en fait, ce modèle démocratique qu'on a voulu, qu'on impose, en fait, à plein de sociétés, notamment, du coup, dans les sociétés, africaines. Donc ma foi, je pense que c'est plus, je pense que la manière dont on devrait renégocier ça, c'est de, remobiliser en fait des nouveaux acteurs. Parce que ce qui fait beaucoup de différence dans les modèles démocratiques dans les sociétés africaines, c'est les acteurs qu'on mobilise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont mis sur le côté. Je prends par exemple des sociétés comme camerounaises, comme congolaises, où, on a, effectivement des représentations, politiques, classiques, occidentaux, mais on a l'impact en fait d'autres acteurs qui sont totalement invisibilisés comme les chefs, coutumiers par exemple. Je pense qu'on devrait, transiter vers des, cas de figure où on, inclurait en fait des acteurs qui sont vraiment influents visiblement, dans la société, mais qui sont vraiment passés, sous les radars du modèle classique de la démocratie, comme on l'a pensé ici en Occident. Donc je pense que c'est sur ces bases qu'on devrait renégocier en fait, nos sociétés africaines. Alors, pour être sûr d'avoir compris ton propos, pour toi, tu es plus pro-démocratie ou pro-monarchie? Je pense que, ma pensée déjà elle n'est pas, Oui, dichotomique mais déjà. alors, Non, non, vous mais je savez, réponds à ta quand question. je pose des questions, c'est pour essayer que nos téléspectateurs essaient d'avoir une vision un peu claire. Évidemment, rien n'est binaire, tout doit être nuancé. Mmh. Mais là, si je pose une question monarchie, démocratie, c'est pour qu'on essaye d'avoir un propos un peu Absolument, tonique. Mais absolument. j'imagine bien que c'est pas aussi radical. Oui, d'accord. Moi, c'est juste, comme je disais, la mobilisation d'acteurs qui sont, invisibles, notamment, comme je disais, les chefs coutumiers et d'autres, penseurs, influents, des penseurs religieux, Mmh. par exemple, quand je pense aux sociétés sénégalaises Mmh. et donc voilà, c'est plus dans ce cas de figure et ces configurations, en fait, que je voudrais, enfin, que j'encouragerais, en fait, à négocier une nouvelle scène, politique OK. pour, ces Et sociétés. donc au final, le pouvoir serait entre les mains pouvoir central serait entre les mains de qui? Pour moi, ce serait plus un dialogue entre ces différents acteurs pour pouvoir prendre des décisions. Mmh. Je pense que en tout cas, la Donc un manière dont je le parlementarisme, vois quoi. exactement OK, et pourquoi pas à travers aussi un système de despotisme, éclairé comme OK, tu as mis en évidence avec, peut-être un représentant et des conseillers qui seraient tout aussi influents OK. dans le pouvoir décisionnel de la société. D'accord, plus monarchie éclairée. Le système exactement, moi je vais te l'emprunter Ouais. cette expression-là de monarchie éclairée. Évidemment, c'est ce qu'il faut et je ne parlerai pas de l'Afrique comme un pays, hein, je ne commettrai pas cette erreur, cet outrage-là. Néanmoins, il nous faut absolument, dans l'immense majorité des pays africains, une autorité. Je prends vraiment l'aspect autorité, d'une monarchie, Oui. d'un décideur unique et d'une organisation. Donc évidemment, c'est pas binaire, évidemment, c'est plus nuancé que ça. Dans les sociétés ancestrales africaines, il existait une forme de démocratie. C'est que, comme Marie-Fidèle l'évoquait, il y avait des notables, il y avait des chefs coutumiers, il y avait des collèges Des consultations. de formes de consultation, et cetera, aussi bien du peuple, mais la décision finale demeurait quand même au chef. Et le chef, c'était le roi. Et le roi, il avait l'autorité, avec par-dessus la dimension spirituelle, que l'autorité du roi ou du chef coutumier, ou enfin, peu importe, en l'occurrence du roi, émanait du divin. Et donc, cette dimension-là, notamment lors de la Révolution française, ici, a disparu parce que le roi, bah, il s'est vu disparaître d'une manière assez spectaculaire. Donc moi, ce que j'invoque pour l'Afrique, et c'est ce qui ne fonctionne pas, et c'est bien pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie appliquée en Afrique, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller. L'immense majorité des constitutions dans les pays Mmh. africains aujourd'hui, c'est un copier-coller de la constitution belge, française et d'autres pays occidentaux. Ça ne fonctionnera évidemment pas. Parce qu'ils ont fait le choix d'adopter sans penser à adapter. Et on va copier des modèles, on va copier des codes, on va copier des règles qui ne fonctionnent pas avec les populations, qui ne tiennent pas compte des réalités du terrain, qui ne tiennent pas compte des réalités locales.
c'est bien normal que Quand ça tu dis ne ça ne fonctionne pas. quand tu dis ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, lorsqu'on est confronté, par exemple, à des questions, le rapport à l'autorité en Afrique, je généralise encore une fois, n'est pas le même qu'en Occident. Parce que l'autorité, considérant qu'elle émane du divin, il y a une distance, il y a un respect. Il y a des choses à ne pas faire. On l'a vu encore, il y a une scène assez récente où ça a fait un tollé, un mini tollé sur les réseaux sociaux, parce que même la presse en a parlé, s'en est fait écho, parce que Donald Trump a osé toucher le roi d'Angleterre, a osé le toucher. Donc le rapport à l'autorité n'est pas le même. Pourtant, on a vu en France, le président de la République, bon, malheureusement, il a été le punching ball et de son épouse et d'un adolescent, d'un collégien et bien et d'un autre jeune homme Mais encore. l'Angleterre, c'est Heu, l'Occident. oui, mais ils sont encore sous la monarchie et donc il y a encore ce côté sacré là, il y a encore ce caractère sacré du roi qui demeure et qui est important. Donc le roi reste quand même une autorité intangible et émanant du divin. Je pense et moi je reste convaincu qu'un système monarchique, d'une monarchie éclairée, c'est-à-dire avec notamment, tout de même la liberté d'expression, avec, une liberté Oui, les droits individuels, quoi, avec respectés. les droits individuels respectés, mais au moins une autorité. On le voit, je ne vis pas au Maroc, donc je vais en parler avec beaucoup de distance, mais on voit par exemple qu'il existe une monarchie, quoi qu'on en pense, au Maroc et c'est une autorité existante. C'est l'une des dernières monarchies qui restent. On a Eswatini aussi, on a un roi Mmh. qui fonctionne très bien, qui n'est pas calqué sur un modèle occidental, mais qui a son fonctionnement et qui est Et adapté aux réalités. Eswatini, pour ceux qui ne savent pas, Swaziland, voilà. non, l'ancien Swaziland et Swatini. Et j'en passe et des meilleurs. Et la difficulté, la dernière difficulté sur laquelle je vais atterrir, c'est qu'en fait, les pays, l'actuelle configuration des pays, c'est quand même un mélange, une espèce d'assemblage comme ça, de conglomérat de plusieurs peuples découpés, etc. Et là où l'Afrique, la terre africaine est l'émanation du divin pour ceux qui y croient, il faut admettre que nos pays aujourd'hui sont la résultante de la volonté du colonisateur, qui a réussi à faire une espèce de mélange à partir d'ici. Donc j'étais autour d'une table comme ça, ils ont découpé. Donc forcément, ça rend les réalités plus complexes. On a par exemple, pour parler du Congo, le royaume Luba, une partie du royaume Congo, qui se partagent En entre gros, les tensions, tribales, rendent pour le moment, en tout cas, impossible, une véritable eux, démocratie. même difficile la gestion d'un Heu, pays. Et du fait que, les individualités n'existent pas, l'individu étant d'abord, tributaire de son appartenance ethnique et par conséquent, le citoyen, qui est normalement la composante même de la démocratie, ne peut pas émerger. On referme la parenthèse. On va terminer, sur une question, centrale du j'allais dire du du livre, du film, hem, qui a fait couler beaucoup d'encre, Mmh. le bras de fer entre Killmonger et T'Challa, Mmh. entre une vision intégrationniste résiliente et une vision, vengeresse, séparatiste. Hem, Comment vous avez reçu l'issue, dans ce film où, Killmonger, donc la posture du révolté, occidentalisé puisqu'il a grandi dans les ghettos, qui était témoin de l'injustice, sociale et raciale subie, par les afros, ça c'est c'est ce qui le fait vibrer, c'est son ADN et au final, après avoir furtivement pris, le trône, c'est lui qui finalement rend l'âme, au profit de T'Challa qui incarne, à la fois l'authenticité, mais surtout, la hauteur et la résilience. Qu'est-ce que vous avez reçu comment vous l'avez reçu et Bah, quelle est votre interprétation c'est de encore là ce c'est encore message? là, le génie du réalisateur. Mmh. Parce qu'il a réussi à jouer, et à mettre en avant, à mettre en relief cette, réalité qui touche énormément de nations, sur le continent. C'est-à-dire que tu as d'une part, comme tu l'as dit, des jeux une jeunesse issue de la diaspora, autant ils ont une terre commune, ils ont une passion commune et ils ont une soif de justice commune pour la nation, autant les motivations ne sont pas les mêmes. Parce que tu as d'une part celui qui nourrit, sa soif de justice pour son pays, par les injustices qu'il a vécues notamment, par tout son vécu, à l'étranger. Donc c'est, pour ceux qui vivent en Occident, pour faire le parallèle, c'est, le racisme qu'il ne peut pas avoir connu chez lui, c'est les violences policières éventuellement, c'est la violence du ghetto, où tu es confronté à une véritable violence et même à un rejet. Donc la perception de l'identité n'est pas la même pour lui que pour T'Challa qui est resté dans son royaume, qui a vécu, qui a été au contact des réalités du terrain, et cetera. Et cette rivalité-là, et je pense que le choix du réalisateur, ça a été aussi de privilégier la personne qui est restée proche de la terre.
pour rendre hommage et ça, pour moi, ça reste assez cohérent avec l'idée même de la grandeur, de la mise en avant du royaume et même de tout ce qui va avec, en fait. Pour moi, ça reste assez cohérent avec l'ensemble. Donc, l'issue est un choix, fallait bien qu'il y en ait un qui périsse et ça a été l'autre, et pour pas non plus faire la belle part ou la part belle à ceux de la diaspora qui, par moments, se sentent investis d'une mission, messianique et salvatrice de: «Je vais y aller, je vais tout changer» et cetera. Je pense qu'il a été très intelligent là-dessus aussi et il a dû se dire: «Mettons en avant celui qui s'est battu, celui qui est resté fidèle, celui qui est resté sur la terre», sans, discréditer la lutte du citoyen ou de l'enfant du pays, issu de la diaspora. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense surtout que la posture de Killmonger, elle a été, vraiment diabolisée. Enfin, c'est un peu paradoxal. Moi, je reviens sur mon anecdote au cinéma. Je me rappelle qu'on sort du cinéma et tout le monde est là: «Waouh, le roi T'Challa» et tout ça. Mais moi, je pleurais la mort de Killmonger. J'étais triste. Moi, je m'identifiais beaucoup, à lui, à ses idées, sachant que la manière et je le regrette, la manière dont le réalisateur l'a posé comme ça dans ce film, on dirait que c'était plus un petit gamin qui était un peu, pas content qu'on ait tué son père, alors qu'il avait, derrière tout ça, en réalité, il défendait cette idée de: «Mais vous avez tout le vibranium là chez vous, là dans le monde, il y a plein de noirs qui souffrent, mais venez, on prend le vibranium, on partage avec tout le monde et on essaie justement de contrebalancer l'ordre mondial qui consiste à nous décimer». Mais moi, j'étais totalement d'accord avec ça. Je pense que ce qu'il a fait défaut, c'est, vraiment cette posture un peu suprémaciste, en fait, qu'on a, voulu lui donner. Malheureusement, la manière dont il a appliqué aussi, du coup, son règne, hein, où il a brûlé les trucs et cetera. C'est vrai que ça, c'était, fortement, malheureux, mais moi, j'ai pas aimé, en fait, cette dualité qu'ils ont créée entre la pensée, de Martin Luther King et celle de Malcolm X. Je trouve que celle de Malcolm X, on l'a pas fait, assez justice et pour moi, on termine dans une fin de film où on est vraiment dans ce truc: «OK, on va s'ouvrir à l'international, on va créer un dialogue». Enfin, je trouvais que c'était un Tu es peu, tu es c'était contre un le peu une dialogue. fin, boboisante, très bobo, très, OK. peaceful et voilà, on a, Killmonger, Michael B. Jordan, ce beau Ah, gosse-là qui meurt tu es et plus une va-t-en-guerre. ah oui, oui, moi OK. en tout cas, je comprenais ses idées et je trouve que ça a pas on l'a pas rendu hommage. On n'a pas rendu hommage, du coup, à la pensée de Malcolm X qui, elle, revendique en fait une certaine dignité noire et pas un isolement, du Wakanda, par rapport à ça. Je pense que derrière, la démarche de Killmonger aussi, il y avait, cette volonté de s'inscrire en fait dans une véritable fraternité et pas une espèce comment dire? D'illusion humaniste. C'est ça qui m'a dérangée en Illusion fait. humaniste. Ah Ouais, ouais, je ouais, suis c'est ça qui m'a dérangée avec cette fameuse réunion à l'ONU, on Et va parler est-ce que du tu penses Wakanda est-ce et que pour tu moi, penses j'ai trouvé ça comme l'extension encore d'un projet, on va piller le Wakanda. Alors que OK, le Wakanda pour moi frère. alors que pour moi, le Wakanda, c'est vraiment la représentation d'un monde afrofuturiste où les noirs bon, je fais une montée là, je t'en désolée. prie. Afrofuturiste où vraiment les noirs sont dans une posture de pouvoir, ils ont leurs ressources entre leurs mains. Pour moi, c'était des représentations hyper magnifiques et je pense que Killmonger aurait pu faire quelque chose vraiment de très beau si peut-être il avait un peu plus écouté Okoye, par exemple, et ça aurait peut-être mieux tourné cette affaire. Et est-ce que tu penses que la haine peut être un moteur de reconstruction? Je pense pas forcément que la haine peut être un moteur de reconstruction, pardon, mais c'est plus la manière dont le concept de la violence et de l'autodéfense a été déposé. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de dire que, OK, on va armer aussi, les populations noires pour qu'elles puissent se défendre, à un moment donné pour renverser l'ordre mondial. Ça se fait aussi sur le plan militaire, ça se fait aussi sur ce plan-là et donc voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais pas OK avec cette fin, pour moi boboisante, humaniste, qui me dérangeait OK. profondément. Merci pour cette franchise et en guise de dernier mot avant la conclusion, quel a été pour vous, la tâche, le point noir, sans mauvais jeu de mots, du film? Pour moi, la grosse difficulté, ça a quand même été, le fait de ne pas tenir compte d'une réalité qui soit propre au continent. C'est-à-dire, ce futur-là, il est forcément à l'image du futur qui nous a été ou du développement tel qu'il nous a été présenté par l'Occident. C'est-à-dire une technologie, à l'occidental, donc des machines, des appareils, avoir, un À système l'occidental, c'est-à-dire? à l'occidental, bah, tel que l'Occident l'a fait jusqu'ici.
C'est-à-dire parce qu'ils ont été alors l'Occident a été, en tête de J'ai certaines pas avancées compris pourquoi l'occidental, je comprends pas bien. justement, je Tranquille. développe, j'essaie de Ouais, ouais. développer. Hem, l'invention de l'immense majorité, et même le développement de la technologie, telle que nous l'apercevons, telle que nous la consommons aujourd'hui, c'est bien le produit de l'Occident. Alors, Et donc les attends, modèles le modèle pardon. Tu me dis c'est bien le produit de l'Occident, pardon. Le mot Occident, c'est ce qu'on appelle une synecdote, parce que l'Occident, c'est l'Europe, c'est d'abord non, je non, précise, c'est oui. d'abord des individualités, Oui. c'est des scientifiques. Mmh. Donc Newton, et tous ses confrères, c'est d'abord des humains scientifiques. Totalement. Ils n'ont pas découvert tel ou tel, objet, ils n'ont pas mis en place tel parce qu'ils sont occidentaux, c'est parce qu'ils sont scientifiques. Bah, ils sont forcément occidentaux, ça va de soi. Bah, c'est pas leur L occidentalité qui leur a laisse permis de bah, mettre en justement, place je OK, je dé non, mais je OK. développe et tu comprendras. Je mets de côté le fait enfin, je le mets même pas de côté, je le mets en avant, le fait que, les Africains, enfin, en tout cas les Afros, ont été à la base de plusieurs inventions. OK. Ça, je le pose, OK? Ça, c'est posé. Ensuite, le développement, c'est pour ça que je parle pas uniquement des inventions, mais je parle du développement de certaines technologies. Mmh. Technologies, de l'aviation, technologies, toutes les technologies scientifiques que nous Mmh. connaissons et que nous consommons aujourd'hui. Mmh. L'Afrique n'a pas évolué dans la même direction. Sauf à ce que tu m'apportes la preuve du contraire, Mmh. l'Afrique n'a pas évolué Mmh. dans ce sens-là. Sans doute parce que ce n'était pas sa direction. Et on peut considérer à l'échelle Alors laisse-moi non, je t'écoute, mais j'essaie de comprendre, pardon, non, je peux même pas réagir. Attends, excuse-moi. mais j'achève mon propos. Non, mais tu me dis, limite, j'ai même pas le droit de parler. Calmez-vous, les Ouais, garçons. j'ai le droit de Et donc, ouais, partant de là, ouais. on considère aujourd'hui, avec les yeux de l'Occident, des Occidentaux que nous sommes, parce que j'en suis un aussi, Mmh. nous considérons que l'Afrique est en retard. OK. Seulement, on ne s'est pas posé la question de savoir si l'évolution telle qu'elle a été observée par les autres, Mmh. c'est exactement le modèle qu'il faut reproduire sur le continent. OK. Et donc, la question fondamentale, et là elle est métaphysique, notamment, Kémy Séba l'évoque notamment dans son ouvrage, rien ne nous garantit aujourd'hui, et moi je n'ai pas les moyens de l'affirmer, rien ne nous garantit aujourd'hui que ce modèle-là, c'est précisément Mmh. le modèle qui correspond aux réalités du continent, Mmh. c'est précisément le modèle attendu sur le continent. Mmh. On peut se développer, on peut évoluer, on peut progresser de différentes manières, telles que différents peuples se sont démarqués dans l'histoire. Tu as un exemple, Non s'il te pas plaît? alors, lorsque tu prends la Chine. Mmh. La Chine n'a pas évolué, précisément et exactement dans le domaine médical, il y a eu du progrès, Mmh. OK? Dans le domaine médical, il y a eu du progrès et la médecine chinoise est répandue à travers le monde. Mmh. Je te prends, la gastronomie chinoise. La gastronomie chinoise et asiatique ne s'est pas conformée aux codes Mmh. gastronomiques occidentaux, qui Mmh. consistent à manger avec une cuillère, une fourchette, et cetera. Mmh. Les senteurs, les saveurs, je te passe les détails. Ça, Là, tu rien me de prends ces les 2 exemples-là. tu me prends les aspects culturels. Là, moi, tu m'as parlé de l'aspect technologique. Moi, c'est sur l'aspect technologique. Alors, déjà, je n'exclus pas parce que la gastronomie, Non, quand je dis c'est technologique, même, les routes, oui. l'électricité, Parlons-en des routes. c'est dans ce sens-là. Parlons-en des routes. Il existe aujourd'hui, prenons le cas de la Chine, des routes qui ne sont pas construites. Alors les routes, parlons des routes, qu'est-ce que c'est? Une chaussée, c'est, du bitume, donc un macadam, goudron, et cetera, Mmh. avec enfin une chaussée, caniveau, trottoir, et cetera. Mmh. Le format, pour le coup, inventé par Macadam, Mmh. l'ingénieur. Sauf que la Chine n'a pas copié ce modèle-là. Parce il existe, par exemple, au sud de la Chine, et ce que je dis est vérifiable, des routes en terre battue, Mmh. qui fonctionnent très très bien et qui ne sont pas soumises, par exemple, aux risques climatiques. Mmh. Donc, le copier en Afrique pour avoir des routes qui, du fait de la chaleur, du fait de la densité de la population, de la démographie, etc., vont se délabrer, se dégrader, bah forcément, et on constatera, on dira oui, mais on construit, ça se détruit parce qu'il y a faute d'entretien, etc. Mais simplement parce qu'on n'a pas adopté, on n'a pas pensé à adapter Mmh. en adoptant. Donc c'est important aussi. Donc c'est simplement pour dire que la fuite et la course avec l'Occident pour faire exactement ce qu'elle fait, je ne suis pas persuadé, moi aujourd'hui, je n'en ai pas la preuve, on peut me l'apporter, mais je n'ai pas la preuve que c'est précisément le modèle qu'il faut copier. OK, et dans le film, tu estimes que c'est ce modèle-là qui est mis en avant? Parce que pour revenir au film, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et après Alors, on cède la parole et après on conclut. oui, c'est pour ça que moi je rendais hommage au réalisateur, Ouais. parce que je le disais en début de mon propos,
il a puisé quand même dans les réalités du terrain. Ok. Mais la partie, donc ça c'est la partie rattachée aux réalités. Mhm. Et ensuite, la dimension futuriste, oui, c'est clairement un futur, vibranium, oui, matière précieuse, etc., qui va servir notamment à la technologie occidentale. Les développements, c'est des machines, des Donc le point appareils. noir, c'est l'occidentalisation de l'Afrique dans le film, en gros. On peut le dire, Ah, on il peut faut vite le résumer. dire comme Ok, ça. On merci. peut vite dire. Ok, alors pour moi, la tache noire pour ce film, c'est le 2, Wakanda Forever. Franchement, ça m'a pas marqué. Ok. Je trouve que ça a été... Bâclé. Après, je pense pas que ça a été bâclé, mais je pense que c'était dur de pouvoir reproduire un film aussi bien que le premier. Et je pense que je regrette ce que j'avais déjà dit, c'est la mort de Killmonger. J'aurais voulu assister à sa résurrection, Ah, vraiment, éventuellement. toi, Killmonger, il t'a marqué. Hein. Ah, dis donc. C'est parce que Ah, s'identifie. Michael B, bon, tu as une fan parmi Ah, nous. Pour parler Ouais. de beauté, Ouais. sachant qu'il est très très beau. Et oui, je pense que je regrette un peu cette fin En fait, on sent Mhm. dans l'univers des fois cinématographique et aussi l'univers Marvel, ça me fait penser aussi à Disney, des fois cette récupération politique qu'on essaye de faire de D'accord. certaines... L'instrumentalisation. Exactement, et je trouve que dans le 2 et parfois aussi dans le 1, on entend parfois certaines blagues, etc. On sent que c'est un peu D'accord. forcé et que c'est aussi fait pour flatter une certaine rassurer. population, pour rassurer. Et Mhm. je pense aussi que le film renvoie à des événements, à des phénomènes de fond qui sont malheureusement mis en avant, mais pas assez expliqués. Je pense notamment à la visite des ancêtres Mhm. qu'a fait T'Challa, Mhm. qui était un rappel en fait à la cérémonie du Ibonga, Mhm. je pense, qui est une cérémonie gabonaise qui mobilise l'idée d'aller voir les ancêtres. Et donc, on parle aussi de notamment la fleur, donc le vibranium, c'est le vibranium. Donc, cette fleur qui va disparaître à cause de Killmonger, en tout cas qui va essayer de détruire certains champs. Donc ça pose des questions aussi au niveau de l'écologie. En fait, il y a plein de sous-thématiques dans le film qui sont mis en avant, mais j'aurais voulu Ah, tu aurais voulu un plus... film de 10 heures. Ah oui, Un plus film de 10 heures. Ok, voilà. très bien. Du coup, voilà. Merci. Désolé d'écourter un peu, hein, le temps nous fait défaut. Moi, la chose que... Alors, le point noir, à mon sens, c'est que justement, cette notion de vibranium laisse penser que la richesse d'un peuple se trouve au niveau de ses matières premières, alors que, à mon sens, la première des matières, c'est la matière grise. C'est le savoir, c'est la connaissance, et on n'a pas vu, sauf erreur de ma part, cette connaissance, ce goût du savoir, alors que ça aurait pu prendre un quart de seconde, montrant des enfants attablés, en train de lire, en train de se bâtir, de se forger l'esprit. On a vu des corps, on a vu des corps se mouvoir, combattre, on n'a pas vu les esprits s'élever par la connaissance, alors que Cheikh Anta Diop nous ne cesse de le répéter, armons-nous de connaissances jusqu'aux dents. Donc voilà, pour moi, c'est l'angle mort du film, mais au-delà de ça, voilà, ça reste quand même un film assez extraordinaire qui marque, à mon sens, une véritable renaissance, que ce soit au niveau individuel, en termes de fierté de soi, fierté d'être afro, et collective, le fait de penser commun, transnational, euh, sur le terrain, certains diront communautaire, d'autres diront identitaire. En guise de conclusion, en une phrase, s'il vous plaît, que conseillerez-vous à un jeune réalisateur qui viserait à prolonger ou à refaire ou à faire une alternative à Black Panther? Moi, c'est plus un encouragement parce que en ayant une vision sur ce que fait la jeunesse, notamment en France et en Belgique, en termes de production cinématographique, on s'inscrit vraiment sur une jeunesse qui essaye en fait de prendre en contre-pied les stéréotypes classiques qu'on projette sur les personnes noires. Donc, c'est vraiment un encouragement à poursuivre ça, de pouvoir nous placer en tant que personnes noires comme des acteurs qui pouvons incarner tout ce que nous voulons et pas seulement justement la femme noire boniche ou bien l'homme noir qui est en prison. Donc c'est vraiment cet encouragement en fait à prendre en contre-pied ces représentations classiques. Merci beaucoup. Matt. Aux jeunes réalisateurs, qu'est-ce que je dirais? Moi, inspirez-vous de Coogler, parce qu'il a compris son rôle. Un réalisateur, c'est soit un miroir de la société parce qu'il relate la réalité, il la transcrit, il la transmet, soit il crée des imaginaires. Et c'est là qu'il a réussi son pari, parce qu'il a réussi à ancrer dans nos mémoires, à ancrer dans nos cerveaux et même dans notre identité cette fierté d'être noir. Il a créé quelque chose qui s'est perpétué par la suite. Donc, si vous reprenez son travail, pensez à rétablir l'identité de l'Africain, la femme africaine, l'enfant africain, l'homme africain, la terre africaine. Pensez-y. Et donc ça passe par la lecture, ça passe par la formation, ça passe par la connaissance
avant tout de qui vous êtes pour pouvoir la transmettre fidèlement. C'est mon conseil, c'est ma recommandation. Merci à toi. Difficile de rajouter quoi que ce soit à ces 2 belles conclusions, excepté un petit mot, en guise de rappel, hein, l'imagination gouverne le monde. L'imagination gouverne le monde. Si l'Amérique gouverne encore à ce jour le monde, même s'il y a un mouvement de multipolarisation qui se met en place, c'est précisément parce que Hollywood occupe plus de 95% du marché de l'imaginaire à travers le cinéma. L'imagination gouverne le monde. Et sur ce terrain-là, même si Nollywood, le cinéma nigérien, est en train de monter en puissance, on est encore très en retrait, tellement on n'a pas suffisamment investi ce champ-là. En d'autres termes, j'invite la jeunesse à prendre à bras-le-corps cette dimension-là de l'imaginaire, en lisant, en se cultivant, en excellant, en faisant les beaux-arts, que ce soit à Paris, à Dakar, à Yaoundé, à Kinshasa, que sais-je, vraiment en investissant le champ des imaginaires, mais avec rigueur, avec excellence, dans l'optique de sublimer. Pas uniquement faire, uniquement pour se dire on l'a fait et s'asseoir, non. Faire pour exceller, pour faire briller, pour faire rayonner, pour faire sublimer, pour être à l'honneur de Imhotep. On ne cesse de répéter tous les jours qu'on est des descendants de pharaons, on est des descendants de pharaons. Sauf que ce n'est pas les mots qui prouvent qui étaient nos ancêtres, ce sont nos actions, ne jamais l'oublier. Donc à toi, jeune, le futur Ryan Coogler, à toi, le futur Spike Lee, nous comptons sur toi pour prendre au sérieux cette mission d'être le maçon de l'avenir en investissant nos imaginaires. L'imagination gouverne le monde et la beauté sauvera l'Afrique et le reste de l'humanité. Voilà, la librairie africaine. C'est un épisode atypique, avec sur fond un film, mais un film et non des moindres, sur lequel on a tenté de vous apporter une réflexion, évidemment non exhaustive. Beaucoup de choses ont été dites, d'autres encore auraient mérité d'être dites. Nous comptons sur vous pour nous en faire part par vos témoignages, par vos commentaires, qui se veulent, j'ose l'espérer, constructifs. Pour le reste, le mot d'ordre reste le même. Avancer tout seul, on peut aller vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. Mais c'est surtout ensemble autour d'une table, en raisonnant, en confrontant les idées, qu'on s'élève. La pensée constructive, mais à condition que chacun vienne, non pas avec des opinions, mais avec une réflexion puisée dans la lecture. En définitive, on en revient toujours au même point. C'est la lecture qui nous rend utiles à nous-mêmes. C'est la lecture qui nous permet de sortir de l'impasse existentielle. C'est la lecture qui donne du sens à notre vie. Lisons ou mourons. À très bientôt.